Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer un ESLint côté des GitHub Actions, donc du côté du CI de GitHub. C'est toujours utile de l'avoir en local pour l'avoir le plus tôt possible. Et je vais vous expliquer bien sûr ce que c'est qu'un ESLint, ce que c'est qu'un linter en fait. Et ensuite, je vais vous montrer un cas concret aussi de ça peut foirer, qu'est-ce que c'est et comment on le voit. Alors, déjà un linter. Un linter, ça va être important pour corriger non pas les failles, mais ça va corriger tout ce qui est mise en forme qui indirectement vont corriger pas mal de petites failles en règle générale. En fait, c'est pour vous obliger à avoir une structure et une manière de coder qui soit uniforme. Donc, est-ce que vous mettez des points-virgules? Est-ce que lorsque vous faites une tabulation, c'est une tabulation ou des espaces? Les deux sont possibles. Et forcément, si je fais une tabulation ou 36 tabulations, ça s'exécute pareil en JavaScript, mais ça ne veut pas dire du tout la même chose une fois qu'on va l'avoir sous les yeux, nous, visuellement en tout cas. Donc, pour ajouter un GitHub Action, donc pour ajouter un CI, ça se fait dans un dossier .github/workflows. Et une fois dedans, on peut créer tous ceux qu'on veut. Ici, j'ai créé un linter.yaml. YAML, donc c'est un format de fichier qui est un peu similaire au JSON, mais beaucoup plus lisible parce qu'on remplace toutes les accolades et les guillemets par des tabulations et on gagne environ 30% du poids de fichier en moins en enlevant tous ces caractères assez lourds. Donc il est super simple, hein, il n'y a même pas, même pas trop de problème. Je vais quand même vous l'expliquer rapidement, mais ça se compose en trois choses. Ici, on a le nom du workflow, on a le trigger, sur quoi ça va s'activer, en l'occurrence sur tous les pushs, on soit sur n'importe quelle branche, et le workflow dispatch qui permet de le faire sans être rattaché à un workflow. En fait, c'est pour l'activer manuellement. Et enfin, les jobs, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Ici, on va lancer du code smell, mais on pourrait aussi lancer des builds, des machins, ou le faire dans un fichier à part, si ça a du sens de le faire dans un fichier à part, bien sûr. Et dessus, on va avoir des steps. Donc, une fois qu'on sait qu'on a telle tâche qui va se lancer, on peut avoir une suite de tâches. C'est pour ça qu'on peut, enfin une suite de steps, d'étapes. Et pour le coup, c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs jobs. Enfin, on peut avoir plusieurs étapes dans un job, et après on peut avoir plusieurs jobs. Donc ça va être des blocs qui vont s'exécuter les uns après les autres avec une dépendance. Souvent, on va venir builder avant d'exécuter les tests, etc. Ici, on va vraiment très très simplement récupérer le code, parce qu'on n'a pas toujours besoin de récupérer le code. On peut vouloir faire une notification pour dire il y a un nouveau commit. Très bien. Et j'ai pas besoin d'avoir récupéré le code pour savoir qu'il y a un nouveau commit. Juste, j'ai le trigger push. Hop, je sais qu'il y a un nouveau truc qui est arrivé. Ça me suffit largement. Je connais l'auteur, je sais le nom du commit. Ça me suffit. Et je vais lancer une commande qui donc ESLint est installé, n'est même pas forcément installé, là j'utilise du npx ESLint et on va exécuter depuis la racine. Mais on a quand même, pour ce faire, configuré ESLint en local, enfin en local, dans le code, dans le projet directement. Donc ici, c'est relativement simple. Vous allez voir que j'ai mis en explicite deux règles pour justement gérer quelques petites choses. Et après, je vais m'exécuter sur tous les fichiers .js. Ça gère bien sûr le TypeScript aussi, et heureusement d'ailleurs, parce que moi j'utilise assez fréquemment. Et on peut y mettre énormément de plugins, énormément de choses en plus. Ça marche très bien avec du React, avec de l'Angular, avec du Vue, avec tout ce que vous voulez. Donc, ok, super. J'ai mon ESLint qui se lance. Si je vais dans les actions, donc c'est justement les éléments qui ont été lancés. Je vois qu'il y en a un qui est passé. Ah, dommage. Voilà, on va y noter dessus. Justement, j'ai rajouté une erreur, ce qui est très bien. Et mon erreur, elle montre quoi? Donc, il me met directement sur le morceau qui crache. C'est toujours assez efficace. Si besoin, ici, là, il va masquer des lignes qui ne me sont pas utiles. Donc, tant mieux. Et ici, je vois que j'ai deux erreurs. La première, donc forcément c'est lié aux deux règles que j'avais mis explicitement. La première c'est on ne doit pas utiliser de var. La règle est assez claire, c'est le no var. Ah, mince, on va pas très bien. Ma tête masque le R, dommage. Et le deuxième c'est un problème d'indentation qui dit que il a trouvé deux espaces alors il devrait avoir deux espaces alors qu'il n'a trouvé qu'un seul. Alors, on va le voir rapidement dans le code, hein. Ici, il nous donne clairement, il nous dit le fichier qui est là, donc il est un peu caché sous ma tête, donc voilà, je vais vous le montrer.
c'est le fichier index, il n'y en a qu'un seul, ça tombe bien. On peut le faire en local, et d'ailleurs il nous dit qu'on peut aussi utiliser le tiret fixe quand on appelle Slint pour qu'il tente de le corriger pour nous. J'utilise souvent aussi un pré-tueur pour ça, moi personnellement, qui va essayer de le corriger en fonction des règles de Slint. Donc, on va retourner dans le code et on va aller voir ça. Alors, il nous donne aussi les lignes de code, hein, en l'occurrence, il peut nous donner exactement la ligne qui est concernée. Les problèmes, ils sont là. Ici, on a un var. Le var est déconseillé parce qu'on ne maîtrise pas la... Enfin, on maîtrise pas, oui, on ne maîtrise pas du tout la valeur, enfin la portée du scope. En gros, la variable là ne va pas être créée sur le scope courant, enfin sur le... Elle va être accessible en dehors. C'est-à-dire que une fois que ça s'est exécuté, je pourrais récupérer la valeur message partout ailleurs. C'est dangereux, surtout quand on a la même variable qui s'appelle plusieurs fois. Donc c'est pour ça que le var est plutôt non recommandé. Ça peut être utile dans certains cas, et sinon on le fait explicitement. Par exemple, quand on est sur un navigateur, on va faire un window.message, et là on souhaite qu'il soit global, on se rattache au scope window, qui est le scope le plus haut. Donc vraiment le var, c'est une mauvaise pratique. C'était bien parce qu'avant on n'avait pas autre chose. Mais on revient à faire du PHP finalement, ou ce genre de choses, à des choses un peu différentes. Et en fait, ici, vous allez voir que j'ai un espace, deux espaces, mais ici, j'en ai qu'un seul. Bah, c'est ça qu'il me dit en fait. Il me dit que là, c'est normal d'en avoir deux. C'est bien ce qui est configuré dans la règle de Slint. Si je vous vais dedans, ici, il me dit qu'il en faut deux. S'il n'y a pas deux, ça retournera une erreur. C'est comme ça que je l'ai configuré pour lui demander. Alors, toutes les règles par défaut sont déjà plutôt bien faites. Là, je les ai rajoutées pour être sûr d'être explicite sur ce que je souhaite en cas d'évolution de Slint. Mais par défaut, le novar est déjà existant, hein. Et le indent est similaire. Je crois que c'est. Alors, non, je crois que c'est une erreur par défaut. Donc voilà. Donc, bah là, il suffit juste de rajouter un petit espace, il suffit de changer le var ici en const, parce que c'est une constante, on ne le redéfinit pas plus tard, hein. Et on a tout bon. Et avec ça, bah, je vous dis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de petites vidéos. Je serai très preneur dans les commentaires. Salut!